Je suis opérée du cœur, j'ai 27 ans et on m'apprend 10 jours auparavant que je suis née mal formée et qu'on me donnait 10 jours entre le diagnostic et l'opération. J'ai eu peur de mourir. Tous ces entrepreneurs à impact, c'est comme s'ils avaient un supplément d'âme. Je suis opérée du cœur et quelques années après, j'ai eu l'appel de l'océan. Encore une fois, les requins me ghostent, mais c'est pas vrai. Oh, j'ai pas eu le temps de faire mon selfie. Exceptionnel. Combien d'entre vous se ressourcent en montagne? Combien d'entre vous se ressourcent à la campagne? Combien d'entre vous se ressourcent sur la mer, dans les profondeurs? Donc en fait, détruire la nature, ouais, c'est détruire une partie de son bien-être. Deviens visible. Bienvenue dans le podcast qui parle de singularité et de personnes à la base qui étaient invisibles mais qui sont vraiment visibles. J'ai la chance et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Cyrielle. Coucou, bonjour Cyrielle. Steve, ça va? Ça va et toi? Trop bien, Euh, trop contente. Moi aussi. C'est dans mes tons préférés en plus, C'est vrai le blue. Bah oui, c'est vrai, Beautiful. Merci d'être venu. J'ai pour habitude de commencer avant que tu parles de toi. Il y a un élément déclencheur dans notre vie qui fait la personne singulière qu'on est, en tout cas pour les personnes qui viennent dans ce podcast. Quel est l'élément déclencheur? Peut-être c'est dans ton enfance, dans ton adolescence, ou peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais quel est l'élément singulier qui fait la personne aujourd'hui que tu es? Quand je parle de cette personne-là, c'est pas seulement la personne, toi, mais c'est la personne aussi en tant que métier, en tant que ce que tu fais et tes combats dans la vie. Je pouvais pas avoir la meilleure question pour commencer cette interview, ce podcast, Steve. Mon cœur, en juillet 2014, je suis opérée du cœur, j'ai 27 ans. Et on m'apprend 10 jours auparavant que je suis née mal formée et on m'a donné 10 jours entre le diagnostic et l'opération. Donc je sais pas si tu imagines le chaos interne. Je ne savais même pas qu'on pouvait naître mal formé du cœur, de manière très naïve, si on n'a pas ça dans son quotidien. Et là, on m'a donné 10 jours. J'ai dû attendre quelques heures pour savoir si on allait m'opérer à cœur ouvert ou si on allait me faire une chirurgie beaucoup plus légère, en intraveineux, etc. Donc j'ai eu la chance d'avoir ça. Mais en fait, cette peur de mourir m'a véritablement... ça a été un électrochoc dans ma vie. J'ai connu pour la première fois les anxiolytiques, c'est-à-dire que je ne prends rien, j'ai de l'énergie, je suis sportive, etc. Je ne savais pas ce que c'était qu'un anxiolytique. Et donc depuis juillet 2014, je sais ce que c'est. J'en ai consommé pas mal parce que j'ai eu peur de mourir. J'ai eu peur de mourir. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que j'ai été diagnostiquée à la veille et au retour d'un voyage humanitaire auprès des réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Et c'est en fait en allant sur le terrain, dans les camps de réfugiés, dans les bidonvilles au Bangladesh, en rencontrant, on va dire, des populations vulnérables vivant dans une pauvreté extrême, qui m'a sauvé, moi, la vie, petite européenne, même si à l'époque j'étais au chômage, etc., qui m'a sauvé la vie. Et donc, c'est une mission à mon réveil. Je m'en souviens, je rentre, j'ai écrit un livre, mon premier livre, c'était là-dessus, Faire battre le cœur du monde. Pour mes 30 ans, c'était bientôt 8 ans. Et je disais que voilà, quand je suis revenue à la clinique en soins intensifs, avec un coucher de soleil incroyable, orange, je me suis dit, waouh, c'est bon d'être en vie. Et je me suis dit, ok, maintenant je dois le rendre. C'est quoi mon give back to the universe? Tu t'es fait opérer où? C'était dans le 8e, enfin okay. À Paris, quoi. Ouais, donc c'était pas au Bangladesh, c'est... Non, c'est à mon retour. Ouais. C'est à mon retour et on m'a mis un implant et aujourd'hui ça va très bien. Je peux aller dans les profondeurs grâce à cet implant, on va en parler. Mais ça a été le déclencheur. Ouais. Vraiment, ça a été pour moi cette peur de mourir. Mais c'est clair, en fait, en plus, le cœur, c'est je sais pas, hein, mais moi, dans mon imaginaire, c'est l'organe le plus important, tu vois. C'est l'organe vital. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Comment tu réagis là? Tu dis peut-être que je vais mourir. T'es dans quel état d'esprit? J'ai un côté assez spirituel dans le sens où c'est vrai que je crois en la vie après la mort. Plus aujourd'hui d'ailleurs. Mais je me suis dit, ok, c'est une belle mort. Je me suis dit, ça va être doux. On va m'opérer, je vais jamais me réveiller. Mais je me disais, c'est juste que j'ai 27 ans, j'ai pas de chéri, je suis pas mariée, enfin, c'est pas un mariage d'ailleurs en soi d'ailleurs. Ouais. J'ai pas en termes de transmission, à part dans mes écrits ou mes interviews, j'ai même pas d'enfant. C'est peut-être un peu dommage de mourir dans cette vie jeune. Donc c'était ça en fait ma frustration, de me dire, ah non mais ça y est. Et c'est là qu'on se rend compte de la préciosité du temps, de chaque seconde, de chaque battement, de l'énergie qu'on a. C'est pas acquis en fait. C'est quand on a un gros down, un burn-out, une maladie, etc., qu'on se rend compte que c'est la puissance qu'on a d'être là, on va bien, on a 2 jambes, 2 bras, on a tous les sens éveillés. Mais merci la vie en fait. Merci. C'est pas inné quand on se fait une fêlure, etc. Là on se dit, ah ouais, effectivement, j'étais mieux avant. Et donc là, à chaque fois, c'est vrai que c'est le moment de gratitude et là, du coup, tu te mets à apprécier le moment présent. Tu fais, ok, chaque seconde compte parce que là, j'ai un TikTok, une opération du cœur, là, dans quelques jours. J-9, J-8, et plus ça s'approche, plus c'est anxiolytique. Je pleurais, je faisais beaucoup de sport du coup, comme j'avais peur. Et j'avais cette frustration de me dire, ah bon, j'ai un organe
vitale, qui va pas bien. Ok, et du coup, je courais. J'étais... je le faisais marcher au maximum parce qu'on me disait, ok, bah, t'es pas bien, mais vas-y, bah, arrête-toi, t'as raison. Donc j'étais en combat avec moi-même, avec mon cœur d'ailleurs. Et au final, il est resté là. Et j'ai été opérée. Et d'ailleurs, j'ai dédié mon premier livre à mon cardiologue. À mon cardiologue, à la présidente de l'ONG qui m'a accueillie au Bangladesh. Et puis le producteur qui m'avait accompagnée à l'époque parce que j'étais en train d'écrire pour mettre un projet télé sur l'humanitaire. Et ça me donne la chair de poule. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Juste avant, tu vois, je suis venu 2 minutes avant toi, juste avant que je vienne. J'étais chez le cardiologue ce matin. Je te promets, j'étais chez mon cardiologue, je te montrerai. Parce qu'en fait, ça fait depuis un moment que j'ai des palpitations, tu vois, donc j'avais besoin de le voir. Heureusement, je touche du bois, tout va bien. Mais il y avait une personne, c'était très très bizarre, une personne qui est sortie en pleurs, en larmes. Je ne sais pas ce qu'elle a eu, cette dame, mais... je pense une très mauvaise nouvelle, tu vois. Une anomalie et des examens à faire et ça fait très peur et parce qu'on oublie que le cœur c'est un muscle et qu'il a besoin de battre, qu'il a besoin d'être healthy, qu'il a besoin d'avoir des bonnes artères, etc. Et en plus de diagnostiquer, ça c'est vraiment ce que je dis, c'est en fait avoir une mauvaise hygiène de vie, bien sûr que ça obstrue les artères et ces sujets, voilà. Mais quand on est né mal formé, on a beau, c'est pour ça moi j'étais là très naïvement, écoutez, je suis végétarienne, je suis sportive, je ne bois pas, je ne fume pas. Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me racontez en fait? Oui mais meuf, t'es né mal formé. Là, tu dis, c'est vraiment la faute à pas de chance. Ah ouais, je suis née mal formée. Moi, la nana la plus... tu peux pas faire plus healthy. Ouais. Je consomme que des infusions ou de l'eau de coco ou de l'eau toute la journée. Je dis, qu'est-ce que j'ai dans mes artères? Ah non, c'est pas tes artères. C'est juste que t'avais une valve qui s'est pas formée à ton arrivée au monde. Il faut peut-être qu'on la comble parce que t'as grandi entre 0 et 27 ans. T'as un trou maintenant. T'imagines? J'ai le choc. Mais avant ça, le stimuli et l'envie d'aller m'intéresser aux sujets humanitaires et ensuite environnementaux, c'est Michael Jackson. Mais du coup, alors revenons avant ça. Donc, il y a une profonde transformation à 27 ans entre cette opération et la personne que tu étais. Cyril, c'était quelle personne avant? Je pense que je me cherchais. C'est vrai que j'ai toujours voulu faire de la télé. Ça veut rien dire faire de la télé, mais quand on est une petite fille qui vient du 77 et qui voit son idole se faire interviewer par Oprah Winfrey, s'il te plaît, The One pour moi. Qui était ton idole? Michael Jackson. Ok, oui, d'accord. Ouais. Michael Jackson. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Oprah aussi, mon idole dans le journalisme et présentation, et surtout une femme brillante qui s'est faite toute seule, qui vient de rien et qui est capable de jouer au cinéma, qui est capable d'interviewer des politiques, qui est capable d'interviewer des gens spirituels. Ça, en France, ça n'existe pas. Interviewer autant un chef politique que la réalisatrice du Secret, de la loi de l'attraction, Qui fait ça? C'est mon idole. Mais les Américains, ils sont très open-minded. Et cette nana, elle est capable de faire ça. C'est ça que j'aime aussi dans l'esprit. L'esprit américain, c'est ce grand écart. On peut très bien poser des questions politiques, des questions à des artistes et d'être ouvert sur la spiritualité et mêler les trois. Amener le politique et l'artiste dans la spiritualité. Ça, c'est ce que j'aime chez Oprah Winfrey. Et quand je suis petite et qu'en 1993, elle est en direct depuis Neverland et elle a un one-to-one avec Michael, comment te dire que j'étais jealous. Et je me suis dit, I want to be her. Enfin, je ne parlais pas comme ça à 8 ans. Je me suis dit, je veux faire de la télé pour pouvoir un jour interviewer Michael. Et c'est pour ça que j'ai fait de la télé. Et finalement, j'ai fait de la télé pas pour parler de choses, on va dire, générales. C'est, en fait, je le fais avec du sens. T'as fait comment pour faire la télé, du coup? Du coup, t'as ce rêve-là à 8 ans? Boîte de production, stage dans les boîtes de prod. J'apprends les métiers, c'est quoi le programme. Tu fais des études ou tu fais en journalisme et médias. Toute seule, vraiment toute seule, etc. J'envoie mes lettres de stage dans les boîtes de production audiovisuelle. Et c'est comme ça, petit à petit, en dessous du directeur des programmes, la programmation d'Incroyable Talent, il y a 15 ans. Enfin, tout ça, même les choses que... je me dis, ah oui, là, j'aime pas trop le sujet, etc. Et jusqu'au jour, j'ai un reveal. Je suis 3 ans journaliste dans le groupe Canal+, où je fais mes premières armes. Il n'y a pas de 4e saison. Je pars en quête de sens. 8 mois plus tard, je suis au Bangladesh. 1 mois plus tard, donc juillet 2014, opération du cœur. Je suis un légume, j'ai 0 revenu, je vis sur mes modestes économies. Et en mars 2015, je lance mon podcast avec ce symbole du cœur. Ce symbole du cœur qui est aujourd'hui un emoji, mais en 2015, on me disait, allez, c'est quoi ce symbole du cœur? C'est un peu, non, c'est juste en fait ma transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un implant dans le cœur, j'ai eu peur de mourir. Et c'est en croisant une population vulnérable que ça m'a sauvée. Et mon give back, c'est... Faisons la photo du cœur avec mon invité, un changemaker, un game changer. Et c'était pour la solidarité. C'est le cœur, c'était mon miroir de moi rafistolé par un implant. Le cœur de s'aimer soi pour aimer le monde aussi.
Ça commence par là. Je pense que quand on s'aime pas, c'est compliqué d'aimer les autres, d'aimer plus les animaux, d'avoir un lien avec le vivant si déjà on est en combat interne. Bon, c'est mon analyse. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé from scratch en 2015 et qu'ensuite, je me suis fait repérer par des médias et que j'ai commencé par Ushuaïa TV, ensuite Europe 1, BFM Business, un peu d'RMC Découverte et que j'ai écrit mes livres, fait mes premiers TEDx. Et aujourd'hui, je suis sur je continue tout ça, podcast et peut-être, voilà, j'espère mon premier film. Non, mais il y a plein de sujets, j'ai hâte d'en parler. Pour toi, quel a été, tu vois, moi je le dis toujours, il s'est passé une chose dans ma vie, par exemple, qui m'a donné de la visibilité. Je lance ma marque de vêtements, 0 réseau, et je veux la faire développer, j'y arrive pas. Et en fait, je fais un truc, j'ai pas le budget pour payer la publicité, donc je me suis dit, en fait, j'ai pas le budget de payer une agence pour le faire, mais j'ai un budget à consacrer pour développer ma boîte. Donc je vais voir des personnes et je leur dis, allez sur le terrain, vous allez demander ma marque aux Galeries Lafayette. Et j'ai un copain qui était là, qui vérifiait qu'ils allaient le faire. Et donc dès qu'ils le faisaient, ils revenaient, je leur donnais 10 euros. Et j'ai fait ça en physique pendant une semaine. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans les Galeries Lafayette, que j'ai pu négocier le contrat. Ça s'appelle le culot et de l'intelligence. Merci, je sais pas, mais j'avais rien à faire. De l'audace. De l'audace, oui, voilà. J'ai pas le réseau, donc c'était comme ça, tu vois. Donc, j'aimerais savoir, toi, quel a été je sais pas si j'appelle ça la filouterie, que tu as fait, qui t'a propulsé, où tu t'es dit, OK, ça a été une première étape pour développer de la visibilité. Ça a été une première étape pour me faire connaître. La première, ça a été mon blog. J'ai commencé donc 10 ans en arrière. On se remet, ça va tellement vite aujourd'hui, mais on se remet quand même 10 ans en arrière. Ça nous paraît très lointain d'ailleurs. Mais c'était quand même l'apogée du blog. Chiara Ferragni, elle a commencé sur un blog aussi. Bon, elle est devenue avec des millions de followers, mais dans un autre. Mais c'était le blog. Et donc j'ai commencé petit à petit. En fait, je voulais pas forcément avoir l'énorme audience. C'était moi me faire repérer par des médias. Parce que j'étais journaliste derrière la caméra sur un sujet animalier dans le groupe Canal. Là, aujourd'hui, j'étais sur le journalisme de solutions en 2015. On parlait des bonnes nouvelles. Moi, plusieurs personnes dans les médias m'ont dit, mais Cyrielle, on s'en fiche des bonnes nouvelles. Et j'étais convaincue de me dire, mais non, ça fait du bien en fait. Vous parlez de catastrophes climatiques, de meurtres, de fraude fiscale, de corruption, de meurtres, etc. Moi, je vous parle de création d'emplois. On tend la main aux réfugiés, aux mères réfugiés, aux SDF. On va planter des graines pour la planète, pour la régénération des sols, pour la dépollution de machin. Et vous êtes en train de me dire que ça n'intéresse pas ? Je disais, mais moi, je continue. Et donc, avec mon blog, et je postais. Zéro revenu, zéro business model. J'ai pas de sponsor, etc. Il fallait que je me fasse connaître dans le journalisme de solution que j'appelle aujourd'hui le journalisme d'impact. En fait, on va relayer tout ce qui a un impact positif. Mais il faut se remettre en 2015. Aujourd'hui, on a l'emoji comme ça et c'est devenu, et toutes les marques les plus grandes. Mais j'étais en 2015, c'est là. Je me suis écoutée. Voilà. Je me suis écoutée, mon blog, et je publiais. En fait, ça s'appelle la détermination. Comme toi. C'était la détermination. J'avais 0 média derrière, c'est facile. Pour Europe 1, vous voulez un interview pour Europe 1, vous voulez un interview pour BFM Business. Bien sûr que tout le monde te dit, ah mais oui, on te fait un tapis rouge, tapis bleu. Mais on vient. Là, c'est juste mon blog, Cyrielle Ariel, vous ne me connaissez pas. Mais voilà, j'aimerais bien écouter votre histoire, savoir pourquoi vous avez développé telle entreprise impact, pourquoi vous êtes à la tête de telle ONG qui défend, je sais pas, les forêts, les océans, les peuples indigènes. J'ai envie d'apprendre, dites-moi. En 2015, j'ai eu la chance d'avoir, je sais pas, une centaine de personnes, jusqu'à Deepak Chopra, ça doit te parler, qui m'a ouvert, alors que j'étais juste... Enfin, c'est pas une question d'être nobody ou pas nobody, on est toujours... Enfin, mais il n'y avait pas un énorme média derrière, quelque chose qui claque, genre... Non, toute seule. Et ça, c'est vrai que ça a été un moment où c'était moi avec moi-même. Mathieu Ricard, Pierre Rabhi, Nicolas Hulot, Yana Bertrand. Enfin, tous ces grands noms où il n'y avait pas de médias derrière. C'était juste moi et mon blog et ma détermination. Et donc, j'y suis allée comme ça. C'est là où j'ai commencé à faire mon réseau toute seule, où j'ai commencé à activer mon LinkedIn. Et ensuite, j'étais repérée par Ushuaïa TV. Donc, toutes les personnes qui m'avaient ouvert des portes en anonymat, je les ai faites passer sur Ushuaïa. Ensuite, j'ai eu la chance d'être repérée à force de publier sur LinkedIn aussi ce que je faisais, mes conférences TEDx, à la sortie de mon livre, paf. Le nouveau patron qui se fait appeler en 2017 sur Europe 1, il me dit, tiens, je fais une émission sur l'économie sociale et solidaire. T'as l'air d'avoir le profil, ça te dit de faire des chroniques journalières ? Incroyable, ok. Donc tu vois, là, c'est LinkedIn, j'étais repérée par LinkedIn. Comme j'étais repérée sans doute sur Facebook pour Ushuaïa, parce que je publiais souvent Facebook et mon blog. Et après, BFM, c'est moi qui suis allée taper à la porte en disant, j'ai ce type de format. Je vois que sur votre grille, vous parlez d'économie, mais pas d'économie de demain ou l'économie verte. La RSE, l'impact, je pense que ça concerne le business aussi, c'est ce que ça vous dit, et on co-construit ensemble, etc. Donc c'est venu comme ça. Mais c'est vrai que j'attends le programme et l'émission du siècle qui me tombe dans les bras, mais non, pour le coup, j'ai toujours cravaché, et je suis toujours allée proposer, travailler pour
mais pas rester sur mes lauriers en disant tiens, ça va arriver. Non, pas du tout. C'est être actif. Comme toi, c'est en vouloir de dire toi, tu visualises, la visualisation. Je veux être au Galeries Lafayette, ok. Moi, c'était, voilà, je veux faire de la télé, tu vois, faire des chroniques télé ou des émissions, mais sur des thèmes qui finalement qui font sens aujourd'hui pour moi. Et le sens, c'est l'économie sociale et solidaire et le climat. C'est clairement, c'est ça qui m'anime. C'est l'engagement au pluriel de l'homme et du vivant. Justement, c'est quoi l'organisation dans toutes tes activités? Et si tu peux en parler d'ailleurs, enfin, je veux dire... L'indépendance, c'est vrai que l'autonomie... J'adore le... Ouais. Bah, en fait, on a beaucoup de liberté. Et on n'a pas de sécurité. C'est-à-dire qu'en étant indépendant, et c'est vrai que je crois que j'ai vraiment besoin de liberté, si demain tu me proposes un CDI, etc., et que je suis monotache dans une émission avec un type de sujet, etc., je pense qu'au bout d'un moment, je me connais, je vais vouloir, oui, mais on peut faire des conférences, oui, mais on peut pas écrire un livre, oui, mais on peut pas faire un podcast. Ça y est, ça devient comme ça maintenant. Je pense qu'on est un peu pareil. Ouais, totalement. En fait, je pense que le moteur de ça, ce qu'on partage, et comme je pense tous tes invités, ça s'appelle la passion. On ne subit pas notre travail. On le crée, en fait. Et ça fait la différence de subir, comme j'ai pu subir à l'époque, des piges. Là, c'est vrai que ça, j'ai du mal. Demain, tu me dis, écris un documentaire sur, je sais pas moi, sur les bouchers dans le monde. Moi qui suis végétarienne depuis 12 ans. Bizarrement, je crois que ça va être l'enfer. C'est impossible pour moi. Impossible. Tu me dis, tiens, fais-moi un documentaire sur l'évolution du végétarisme dans le monde. Alors là, H24, on peut aller dans tel... Comme là, avec mon film, je suis en train de le créer, mais quelle passion de me dire, tiens, mon rêve, c'est d'interviewer des gens qui m'inspirent. Je me dis, j'ai envie d'aller... Et là, c'est là où t'es le meilleur. Mais c'est clair, mais bien sûr. Tu me dis, demain, on va interviewer un boucher, tu te doutes que je vais avoir du mal et que limite, en plus, j'y vais avec une appréhension en disant, mais comment on peut vendre un animal mort, découpé en rondelles et de dire qu'on aime les animaux? C'est hypocrite de caresser un cheval et un chat. Enfin, pour moi, c'est mon point de vue. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais... Aimer les animaux, c'est pour moi, pour moi, me concernant, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc ça m'appartient. C'est dur pour moi de me dire je suis bouchée, j'aime les animaux. Voilà. Donc du coup, si tu fais un sujet là-dessus, c'est sûr que je vais être la plus mauvaise sur les mathématiques. Enfin, si tu me lances là-dessus, mais je suis nulle. Un truc, c'est le climat, l'environnement, les requins, l'océan, l'environnement, la RSE, l'impact. Alors là, tu peux te dire que je ne compte pas mes heures, que je suis hyper créative et que ça fuse dans ma tête et c'est là où je suis la meilleure. Et comment tu t'organises du coup avec tout ce que tu fais? Le tableau Excel me fait fuir. C'est-à-dire que si tu me dis que de 8h à 9h, je suis devant mon ordi, je fais mes mails, de 9h15 à 9h, j'ai mon call, et rien du tout. Non. C'est mes agendas, mes visios, mes calls, mes enregistrements, etc. sont calés. Après, entre-temps, dans le métro, je réponds à mes mails, tchac. Et puis ça me vient comme ça. Genre, je suis tout le temps, mais il n'y a pas de... À part, voilà, quand je dois me poser, je dois faire moi aussi enregistrer mon podcast, etc. Là, c'est calé dans mon agenda. Après, il y a une conférence qui tombe, paf, donc j'ai 10 jours pour la travailler. Ok, donc là, tac. Il n'y a pas d'organisation. Enfin, l'organisation, c'est, je pense, ça se fait naturellement. Mais t'as une routine, non? T'as une routine? Non? Ok. Non, j'aime bien faire du sport le soir. Ok. Le soir? Ouais. Ok. Le soir, non, mais 18h30, pas 22h. Mais je ne suis pas du matin pour... Le matin, oui. Je me réveille, 3 coffees. C'est peut-être pas bon pour mon cœur, mais c'est voilà. Ouais, c'est ton et j'enchaîne mes mails quand je suis en mode mail, mes interviews, etc. Et l'après-midi, je suis plus... détente, à faire détente, sport, écriture beaucoup sur mon scénario, etc. Et ensuite au sport. Et normalement, je décroche le soir, à moins d'avoir une urgence. Mais c'est vrai que je suis très mail, très rendez-vous, tout ce qui se passe en matinée. Et beaucoup plus dans l'écriture et la création l'après-midi. Oui, voilà. Quels sont les sujets ou les tendances dans l'entrepreneuriat responsable qui ne sont pas encore explorés, selon toi? Là, je suis biaisée. Parce que c'est vrai que tous les gens que je rencontre en ce moment, c'est des relations des entrepreneurs qui sont liés à l'impact, à la recherche contre la dépollution du plastique, etc., dans les océans, ou les bateaux qui sont là et qui génèrent, qui avancent à l'hydrogène, etc. Là, dans un mois, je ne sais pas quand est-ce que va être diffusé ton podcast, mais dans un mois, c'est... Dans un mois, à peu près. Voilà, ça peut se faire début. Bon, le 6, 7, 8 juin, il y a le 3e sommet des Nations Unies sur l'océan qui se tient chez nous, à Nice, etc., où tu as je ne sais pas combien, je crois une 150aine de délégations qui vont venir, plus des artistes, plus des ONG, plus des stars, etc., donc des médias. Ça va être un énorme momentum. Donc là-dessus, c'est vrai que je sais que ça fait plusieurs années que je suis à fond sur toutes les entreprises impact qui vont être sujets liés à l'océan, à la préservation, au recyclage. Tu vois, mon partenaire
Podcast, c'est pas un hasard que c'est l'une des marques les plus engagées en termes de sustainable fashion, de mode responsable, à partir de filets de pêche, à partir de bouteilles de plastique qui viennent des océans, avec des partenariats avec des pêcheurs à travers le monde qui bénévolement ramassent les déchets et eux, paf, ils les transforment et ils en font des produits. Donc, et la tendance, je pense que c'est beaucoup lié à l'océan, parce que ça, c'est mon domaine. Après, je pense qu'il y a énormément de choses en clean beauty, tu vois, sur BFM Business, mais le nombre de startups que j'ai reçues sur la clean beauty, c'était extraordinaire. En fashion, la tendance, ça va être la location et la seconde main. Clean beauty, on est dans le zéro déchet, on est dans la formule plus courte, sur de l'éco-conception aussi, l'éco-packaging, l'éco-conception. Dans l'automobile, on est sur l'électrique et petit à petit sur l'hydrogène. Dans la consommation, en termes d'alimentation, on est sur le local, le locavorisme, on est sur le bio, l'organique ou l'agriculture raisonnée. Et sur les virages végétaux, comme le groupe Bell. Toi, le groupe Bell, c'est Babybel, Vache qui rit, ils ont acheté Pompot. Et ils essayent, en plus, ils font des tests entre légumes et fruits quand ils vendent leurs Pompot. Donc, t'as carottes, pêche, potimarron, machin, c'est un betterave. Et pour adultes, je suppose, c'est pas comme... Écoute, la Pompot dans le packaging, c'est vrai que c'est assez enfantin. Moi, je suis une adulte et j'en consomme. Moi aussi, j'en ai là. C'est pareil dans mon sac, voilà. Mais parce que en tant que végétarienne, et même sans l'être, c'est du bien d'avoir des compotes. Quand on a des enfants, je pense que c'est pratique aussi de leur en donner. Donc, tu vois, ils font des virages. Donc, c'est plutôt effectivement les virages végétaux, virages dans le bio, dans l'agriculture raisonnée, le locavorisme, les circuits courts. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait aussi une interview avec, c'était exceptionnel, entre C'est qui le patron, donc Nicolas Chaban, et Yann Bucaille, Café Joyeux. Et donc, par exemple, tu vois, Nespresso et Café Joyeux. Café Joyeux, on le rappelle, c'est des personnes en situation de handicap, avec de la trisomie, etc. Et donc, ils ouvrent des cafés et ils vendent également. Ils commercialisent des cafés. Et Nespresso, ils sont Bicorp. Et dans le RSE, il y a le S de social. Et donc, ils ont fait un partenariat Café Joyeux Nespresso. Groupe Clarins. Ça fait un moment, j'ai adoré, j'ai acheté d'ailleurs. C'est exceptionnel, le packaging, l'histoire, elle est exceptionnelle. C'est génial. Avec le petit smiley sur la collab. Tout jaune, mais c'est magnifique. Exactement. Non, mais il y a un truc. Et là, on va dire dans la tendance, et c'est tout chaud, tout prêt, là, c'est par exemple le groupe Clarins qui vient d'être Bicorp. Donc Bicorp, déjà Nespresso, Danone, Bicorp, Yves Rocher, etc. Et là, ça y est, le groupe Clarins, tu vois, dans les cosmétiques, devient Bicorp. Donc tu as quand même cette tendance, que là, ça y est, on est submergé par l'IA qui n'est pas forcément en plus d'un point de vue environnemental, entre les consommations d'eau et puis l'électricité. Le 3 chasses d'eau, je pense, quand tu fais une recherche. C'est terrible, je crois que c'est plus que Google, etc. Et pareil, en consommation d'eau, on m'a dit c'est terrible. Ça va aller très très vite. Et comme donc je sais pas comment on va faire, parce que j'ai bien vu que le shutdown là, que je viens de vivre à Madrid lundi, c'est sans électricité, on est mort. Je pense que les deux, c'est là que je me suis rendu compte en tant qu'être humain, les deux fondamentaux dans notre survie, c'est l'eau potable forcément et l'électricité. Aujourd'hui, ça y est, on est dépendant. L'électricité, tu n'as plus de réseau cellulaire. Tu peux plus rien faire. Tu peux plus appeler, tu peux plus communiquer. Tu ne sais pas où est ta femme, tu ne sais pas où sont tes enfants. Tu dis, OK, je fais quoi? Je ne peux plus appeler personne. Tous les magasins se ferment. Tu ne peux plus rien acheter. Tu fais, OK, je fais comment? Plus de panneaux de signalisation. Tout est vraiment... Donc, c'est hyper dangereux. Donc, je vois très bien que l'IA, c'est en train de voir consommation, c'est en train de construire des data centers. Ces data centers, il faut les refroidir. Des data centers sont énergivores, donc en électricité et aussi en consommation d'eau. Donc, je ne sais pas où on va, vraiment. Moi, j'ai très, très peur. J'ai surtout peur pour mes enfants. Je me dis que dans quel monde on va les laisser, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est partout. Il y a des nouveaux métiers qui se créent avec ça. Et... On va être de plus en plus remplacés. Mais je ne sais pas où on va. Sur le papier, c'est très beau. Tu fais une recherche, il va plus vite que toi. Tu te dis c'est dingue. Mais derrière, ce qui va se passer, voilà, impact électricité, eau, et parce qu'on est aussi de plus en plus nombreux, nous, en tant qu'êtres humains, en termes de consommation d'eau et d'électricité. Moi, le shutdown que j'ai vécu, je suis un peu encore trauma. C'était il y a quelques jours. Raconte-moi ce shutdown, d'ailleurs, c'est intéressant. Les petites anecdotes. C'est ça qui était drôle. C'est-à-dire que toute la péninsule, Portugal et Espagne, pendant minimum 9 heures, ils ont été coupés, donc je l'ai vécu, on a été coupé d'un réseau électrique. Il faut se dire que du coup, il n'y a plus de panneaux de signalisation. On dit c'est dans la capitale. Il y a l'anarchie, du coup, quand tu te balades. Les shops, ils ne peuvent plus rien faire. Tu ne peux pas payer, il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de caisse, il n'y a plus de sécurité. Toutes les maisons, j'imagine, les gens qui... Il y avait une personne dans l'hôtel dans lequel j'étais, pareil, bloquée sur sa nacelle pendant 4 heures au soleil, en train de cramer, qui nettoyait les carreaux. Ceux qui étaient dans les ascenseurs, ceux qui étaient enfermés dans des shops, quand tout est... Il y a des gens qui étaient enfermés dans les boutiques. Donc ça fait peur, c'est là qu'on s'est dit, mais sans électricité, c'est vrai qu'il n'y a plus rien.
Donc il faut maintenant lampe torche, acheter des piles et faire du feu. Et ouais, faire du feu et d'avoir de l'eau parce que demain coupure d'eau, pareil, c'est terminé. Bref, un énorme. C'est vrai que j'ai vécu ça. C'était un film, hein. Mais sauf que c'était la réalité. Ouais. Et là, avec tout ce qui arrive, parce qu'avant, c'était RSE, impact et tout, et là, paf, on est submergé par l'IA. Qu'est-ce que ça va engendrer derrière? Voilà, moi aussi, c'est un gros point d'interrogation. Mais justement, pour toi, est-ce que tu penses qu'un solopreneur, enfin, celui qui débute dans l'entrepreneuriat et une entreprise déjà établie, est-ce que tu penses que les deux ont un intérêt à parler d'impact, à parler de RSE, à s'engager dedans? Oui. 1000 fois. Et C'était pourquoi l'intérêt, le solo? Oui. c'était l'intérêt de mon émission sur BFM Business, Objectif Raison d'être. C'était David contre Goliath. Enfin, entre guillemets, t'as compris, c'était pour élever le débat. Ouais. Il y avait la grosse entreprise, peut-être souvent parfois du CAC 40, avec son PDG, qui venait se faire challenger par des pépites, des entrepreneurs. Un jour, je m'en souviens, c'était le patron, Stéphane Richard à l'époque, du groupe Orange, donc des milliers, je sais même plus combien de collaborateurs, et une coopérative télécom, 2 personnes, face à 140 000. Le dialogue était, mais divin. Donc, l'entrepreneur à impact, justement, c'était tout l'objet de mon émission, qui est déjà clean beauty, qui est déjà zéro déchet, zéro machin, et aux géants qui essayent petit à petit de réduire ses émissions, de réduire son impact, c'était exceptionnel. Et parfois, ils font des collaborations. Toujours, le groupe Bell, c'est vrai que j'adore Cécile Béliot, sa PDG, qui est une femme brillante et engagée et incroyable. Elle a fait un partenariat avec un entrepreneur qui fait du fromage. Qu'est-ce que c'est que le fromage? Du fromage vegan. Et ils ont racheté, alors je ne sais plus quel pour effectivement essayer de faire également des fromages vegan. Donc là, on est dans le végétal, etc. Donc bien sûr, il y en a plein, par exemple, pour dire, tiens, on fait de la location, etc. Peut-être que par derrière, tu as une start-up qui les aide à savoir comment faire de la location de vêtements sur une plateforme pour une marque de mode, par exemple. Mais ils en font beaucoup, et ça, j'adorais. J'adorais les faire matcher, et parce que c'était un stimuli intellectuel incroyable entre le petit qui a beaucoup de questions, qui a beaucoup moins, on va dire, de contraintes administratives, et le grand qui est plus dans la lumière, qui a plus d'impact, hein, mais qui petit à petit, voilà, il faut changer les fournisseurs, les partenaires, parce que, vous faites fabriquer au Bangladesh ou vous êtes en Europe? Eh bien oui, sauf qu'il y en a un qui fait peut-être, je sais pas, qui vend 100 t-shirts dans le mois, et l'autre côté, il en vend, je sais pas, 100 000. Bon. C'est sûr, mais il faut y aller petit à petit. Moi, voilà, pointer du doigt, ça sert à rien. Par contre, voir les mouvements en interne, les décisions qui se prennent, ça, c'était fabuleux. Donc oui, ils ont tout intérêt, parce que généralement, le plus petit, il est déjà natif impact. Il a tout à collaborer avec le grand qui essaye justement de réduire pour son impact d'abord, pour son image, pour attirer plus de talents, etc. Donc c'est génial. Après, il y a un combat qui est un peu... Là, je vais faire l'avocat du diable. La personne qui fabrique en Europe, la personne qui fabrique au Bangladesh, c'est plus une question de coût. Donc, tu vois, il y a ce problème-là. Comment oui, c'est pour ça que je te dis, parce que celui qui doit en faire fabriquer 100 et lui qui doit en faire fabriquer 100 000, c'est pas le même coût. Donc c'est pour ça, il faut pas pointer. C'est pour ça que je te dis, il faut pas pointer, il faut juste voir. Et après, leur discours de ceux qui font fabriquer au Bangladesh, ils disent oui, mais le salaire qu'on propose à nos fabricants, il est plus élevé que la moyenne de leur pays. Donc chacun défend son territoire, ses idées, voilà. ou son business model, voilà, son entreprise, voilà. Mais il n'y a pas de c'est comment faire mieux. Et c'est pour ça que ça sert à rien de pointer du doigt, etc. C'est comment je fais mieux, comment je peux réduire, voilà. Je me rapproche d'en Europe, ok, sauf que c'est un coût, sauf que normalement mon t-shirt je le vends tant, sauf que là si je me délogue, ça va être triplé, donc du coup les gens, c'est vrai que c'est hyper complexe. Donc ça sert à rien de pointer. Par contre, quand on a les petits qui justement sont là avec des meilleures pratiques, parce que plus petits, donc plus maniables, c'est bien quand justement ils sont dans des comités de raison d'être, des comités à mission, ils sont là justement pour challenger de manière bienveillante, et ça je trouve ça fabuleux. C'est clair. Et de toute ton expérience pour toi, c'est quoi les 3 clés d'un business à impact? Je pense qu'il y a quelque chose qui ressort, et j'en parlais avec des amis il y a quelques jours. Tous ces entrepreneurs à impact, c'est comme s'ils avaient un supplément d'âme. Les autres aussi, bien évidemment, mais dans leur business, c'est-à-dire dans leur business. C'est parce qu'ils défendent une cause. Derrière, c'est pas juste je vais faire des bénéfices. Bien sûr qu'il faut faire des bénéfices. Il faut que d'ailleurs le business existe, qu'on puisse payer des prestataires, des fournisseurs, des collaborateurs pour pouvoir vendre. Bien sûr, c'est pas un business à la base. Voilà. Mais je pense que demain, tu te dis je vais faire une entreprise parce que mon père était agriculteur et j'ai la foi en une production locale, etc. Et je veux faire vivre les copains de papa. Bah ouais.
Tu te dis, OK, je vais faire une entreprise et je vais créer, je sais pas, des steaks vegan. On n'a plus le droit de dire steak d'ailleurs. Bref, Ça s'appelle comment maintenant? je sais plus quel est le terme là aussi. D'accord. Bref, Ouais. mais des pavés végétaux, voilà, avec voilà, les betteraves locales de cette région et on va faire ça et on va vendre. Ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc je pense que oui, il y a quelque chose. Après, excusez-moi, je suis biaisée. Ça fait plus de 10 ans que que j'interviewe ces entrepreneurs incroyables, à impact, etc. Mais je pense que je ressens un supplément d'âme parce que derrière, il y a une cause qui défend. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est la différence de faire just making money, et là c'est génial. Mais quand on veut making money avec en plus une cause qui est une passion, bah, je pense qu'il y a un supplément d'âme. Ouais, la personne qui va faire, je sais pas, des produits avec, je sais pas, du plastique végétal pour lutter contre, etc. Quand elle va vendre le truc, c'est pas juste, c'est je suis le fondateur d'eux. Il y a quelque chose où je pense, dans le regard, dans la motivation, dans la réaction au mail, pour répondre à l'interview, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est le premier, il y a un supplément d'âme, on va dire. Deuxième, ce serait quoi? Se démarquer sur le marché. Ok. C'est vrai qu'il faut vraiment être créatif et savoir peut-être communiquer différemment. Ok. Donc se démarquer, la communication. Et le troisième, c'est... ça c'est vrai, il faut sortir au bon moment. Ok. C'est une question de timing. Par exemple, la cause climatique... Ceux qui en parlaient il y a 15 ans, ils le savent très bien. Hein. Ils étaient déjà avant-gardistes. Ils n'avaient pas les mêmes échos qu'aujourd'hui. Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui. On parle avant d'une tendance. Ouais. Quand on parle d'une chose qui est excellente, mais on n'est pas dans le bon timing. Ok. Non, c'est avant, on les mettait dans le placard, hein, les directeurs ou directrices RSE. Aujourd'hui, sont plutôt des places au COMEX. Et on les entend plus parce qu'en plus, derrière, on sait que on peut les traiter. Il y a le greenwashing, le bluewashing, le social washing. Fais attention et on les écoute, ces gens qui, en plus, ont des propos qui permettent de fédérer en interne et de faire du recrutement en plus de jeunes talents. La jeunesse qui est de plus en plus alerte et concernée parce qu'en même temps, ils vont vivre normalement encore plus longtemps que nous sur cette planète, dans la société. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est aussi sortir son bon projet au bon moment. Okay. J'aimerais partir sur un côté un peu plus personnel. Tu es passionné par l'océan. Je suis fasciné, moi, par ça, avec tout ce que tu fais, avoir le temps d'aller explorer. D'où te vient cette passion-là de l'océan? Je sais que ça vient de ça, du cœur. Comment c'est né et tu peux m'en parler? C'est une super question et je pense que c'est la première fois que je vais te faire cette réponse. Ok. Ah, je suis content. Là, franchement, je te le dis, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Je pense que ça vient de mon cœur. Ok. Parce que, j'en parlais aussi, genre il y a quelques jours, c'est vrai que c'est drôle, je me suis rendu compte que comme je suis née mal formée, la natation et moi, enfin même pas la nage tout court, la brasse, c'était compliqué. Une jeune fille qui a un cœur mal formé, et du coup, j'étais très essoufflée à la surface, donc complètement en insécurité, mal à l'aise. Et quand mon papa, qui était un ancien instructeur de plongée, m'a dit « Ma cocotte, on va faire ton baptême », j'écoutais mon papa, mais je me suis dit « J'aime pas l'eau, en plus je suis tout le temps frileuse ». Et je suis pas à l'aise. Et en fait, à partir du moment où il m'a mis mon gilet, le truc, le détendeur, et j'ai commencé à être sous l'eau, et là, d'un seul coup, mon cœur s'est apaisé. Alors, c'était dangereux, parce que j'étais mal formée, je ne savais pas à 12 ans. Et j'ai passé mon PADI, mon premier niveau de plongée. J'ai fait une vingtaine de plongées, donc entre 12 et 13 ans. J'ai plongé en Bretagne, il fallait le faire à la Bervrac et vers Perpignan. Pas de requin à l'époque, mais en tout cas, cette sensation d'être en apesanteur et d'être apaisée sous l'eau. Donc c'était un faux ami pour moi parce que c'était hyper dangereux avec ce que j'avais, je ne le savais pas. Mais du coup, un contraste probant entre la surface, la brasse, parce que le crawl, autant te dire que c'est impossible pour moi, d'être complètement essoufflée, mal à l'aise en surface, et là, d'un seul coup, j'étais apaisée dans les profondeurs. Et là, j'ai commencé à connecter à l'océan. Par chance, j'ai pas plongé pendant 15 ans. Okay. Je suis opérée du cœur, heureusement, parce que j'aurais été dangereux. Je suis opérée du cœur, et quelques années après, j'ai eu l'appel de l'océan. J'y suis retournée, et c'est là que, paf, j'ai fait ma rencontre avec les requins. Mais au début, c'était juste, je veux être, et c'est ce que ça va sans doute parler à certains, tous ceux qui sont connectés à l'océan, et pas ceux qui font du kite ou de la glisse, ceux qui arrivent dedans, c'est cette connexion avec l'autre monde. Ça n'a rien à voir avec tous ceux qui sont à la surface, le yachting. Non, c'est vraiment quand on est en dessous, tout est différent. On est en apesanteur, on écoute le bruit, bon, des moteurs à bateau, c'est pas le plus sympa, mais de sa respiration, et peut-être des baleines, le chant des baleines et le chant des dauphins. Enfin, on est dans un autre monde, dans une autre dimension, en apesanteur. Et ça, ce monde-là, pour moi, ça a été... D'un seul coup, je me sentais légère. J'étais plus essoufflée. Je faisais des roulades. Et ça a commencé... Ça, c'était ma première connexion à l'océan grâce à la plongée sous-marine. J'ai été opérée, je refais des plongées. Et là, du coup, je fais des rencontres. Et en 2021... je rencontre au Galapagos 50 requins marteaux.
Et là, ça change ma vie. Et ça vient de mon père. Et depuis, ça ne me lâche plus. Enfin, les requins, en plus, je m'obsède. Comment t'expliques que entre tes 12 ans et tes 27 ans, 15 ans, tu fais rien? Parce que aucun plongeur, plongeur, heureusement, aucun plongeur bah oui. dans mon entourage. Mon père, un peu plus âgé, et il a une maladie du cœur aussi. Donc Tes deux parents avaient une maladie du cœur? Ma mère avait cardiaque et mon père, il a, je sais plus ce que c'est, une cardiopathie, je sais plus. C'est la membrane autour du cœur qui apparemment, voilà, elle a été un peu défaillante, donc il a insuffisance cardiaque. Voilà, donc il a interdiction, lui, de plonger, je crois, mon papa. Et bon, il est plus tout jeune non plus. Oui, en fait, il t'a fait ce cadeau voilà, pour t'initier, pour passer un bon moment avec lui. Et voilà, le cadeau, il a été fait. Le cadeau a été fait, il n'a pas replongé ensuite. Ouais. Okay. Et puis moi, j'ai dû attendre 16 ans pour avoir de nouveau l'appel. Mais j'avais juste envie d'aller sous l'eau. Et après, j'ai trouvé un truc extraordinaire avec ces requins. Mais au début, j'avais juste envie d'être apaisée. Et justement, il y a ces requins. Moi, personnellement, ça me fait peur, les requins. Moi, ça me fait peur, les requins. Il y a une chose que tu me dis que je trouve fascinant par rapport aux requins. Toi, c'est pas ton ami, mais j'ai envie de dire, si tu as une connexion avec les requins, tu peux m'en parler? Fascination. Et au début, comme toi, comme des milliards d'êtres humains, ça s'appelle l'effet Jaws. Ça a 50 ans, les dents de la mer. Bah oui, les dents de la mer, c'est 50 ans cette année. Donc, dans quelques mois, je vous le dis, mes amis français et françaises, Spielberg lance son documentaire, donc vous allez en entendre parler. Parce qu'il va faire un espèce de mea culpa et de 50 Happy Birthday des 50 ans de Jaws. Ah, donc c'est le truc. C'est le truc. Et le réalisateur est juste français. Donc, dingue. Et personne ne le connaît. C'est un homme je pense, qui est fabuleux. Et c'est l'un des Français les plus proches de Spielberg. Il fait ce documentaire. Ça, je vous le dis. Parce que ça fait 4 ans que je suis sur le sujet des requins. Voilà. Et donc, au début, j'en ai eu très peur. Donc, dis-toi, je suis dans les Galapagos. Je connais pas les lieux. Et je n'avais pas du tout pensé aux requins. Je me dis, bon, peut-être voir des dauphins, des raies mantas. Voilà. Et là, je vois un truc chelou dans les zooparks et tout. Je m'avance et là, je vois, ça bouge. Et là, je regarde. Il y a un mur de requins qui passe devant moi, des requins marteaux. Et là, pareil. Comment tu te sens là? Ouais, voilà. Là, j'ai mon cœur qui palpite et je me dis, oh là 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 là, ça y est, c'est terminé. Effet Jaws. Et il passe devant moi, il se passe absolument rien. Il n'y en a aucun qui s'approche de moi. Et là, je me suis dit, non mais attends, les requins m'ont ghosté. Non mais, seriously, les requins m'ont ghosté. Et là, j'étais là, attends, j'ai ma GoPro, je dis, le prochain, je veux mon selfie avec un requin. Et après, j'en pouvais plus pour avoir mon selfie avec les requins. Donc, je m'approchais un peu d'eux, mais je me revois sur les vidéos. Et je me dis, mais dingue. Et je te dis, le questionnement, il est venu parce que moi, j'en ai eu très peur. Et je voyais que j'étais au Galapagos, donc c'est le pays de l'Équateur, que mon mono Alvaro, lui, quand il a vu ce banc de requins marteaux, il a allumé sa GoPro, bam, il a foncé vers eux pour les filmer. Et là, je me suis dit, attends, il y a un problème. Ce mec, c'est un professionnel, ça fait des années qu'il plonge. Il voit les requins pratiquement à chaque plongée parce qu'il est dans un plus beau sanctuaire au monde. Lui, c'est naturel, il allume sa GoPro, il va vers eux. Moi, c'est pas du tout mon milieu, j'y connais rien, sauf que je sais qu'ils sont apparemment très méchants pour les humains. Du coup, j'en ai peur. J'ai un problème, il y a un professionnel qui s'en approche, une nana qui est complètement novice qui s'en approche pas. Là, ça m'a fait un tilt. Et je lui dis, mais what, tu vois? Et il me dit, mais bien sûr, tu peux t'approcher d'eux, il n'y a pas de sushi. Les sushis. Les sushis, quelle horreur. Quelle horreur, qu'il n'y a pas de souci, là, tu vois. Et je dis, what? Et après, depuis ce jour, petit à petit, j'ai voulu, moi, ça y est, m'approcher, connaître quel est le rôle dans l'océan, donc prédateurs en haut de la chaîne alimentaire, donc vitaux. Comment ils se comportaient, les différentes espèces. Tiens, est-ce que tu sais combien il existe d'espèces de requins? Non, Vas-y, dis-moi un chiffre. J'en ai aucune idée, j'ai peur de... 10, non, mais vas-y. 10 540. Et j'en connais peut-être 20 sur 540, tu vois, c'est rien. Donc j'ai encore tellement à apprendre. Il y en a qui mangent du plancton, d'autres... C'est fascinant. Et donc c'est là que je me suis dit, mais c'est incroyable. Et après, j'ai creusé pour voir ce que moi, ça me révélait. Et tu penses que c'est une fausse vérité de dire que c'est des méchants, que les requins sont... Oui? Pourquoi? Naturellement. Parce que toi, t'es rien, le requin aimait rien. Ouais. On est dans deux mondes différents. Ouais. Toi, tu sais qu'il existe, mais lui, si tu vas pas vers lui, il va pas se dire, qu'est-ce que je vais croquer les humains? Lui, il mange principalement des animaux morts ou malades. Il va voir sur les proies faciles. Un poisson qui est un peu défectueux, il va l'entendre avec ses ampoules de Lorenzini que son rythme cardiaque s'affaiblit, paf, il va aller le chercher. Il va
s'intéresser tout d'abord aux proies malades, aux bébés, etc. Un prédateur, il va pas, et l'humain, il s'en fiche. C'est juste que quand tu es en surface, si tu as des eaux troubles, des vagues, tu es sur une planche, il se dit pas c'est un humain, il se dit juste j'en sais rien ce que c'est, ça ressemble à ce qu'il connaît, une tortue, une otarie, et il y va. Normalement, il fait un croc, et il sent que ça... c'est pas forcément tasty pour lui, il te relâche. Ok. Après, il y a des accidents, mais c'est comme nous. Hein, il y a des gens qui font des ONG qui sont là pour guérir le monde et tenant de la main aux plus vulnérables et qui plantent des arbres. Et puis d'autres qui déforestent, qui tuent des gens, ils partent en guerre, etc. Bah, nous aussi, dans l'espèce humaine, il y a une dichotomie fondamentale. Tu as ceux qui détruisent et ceux qui guérissent. Ça aussi, on a une espèce, on se dit, enfin, on détruit pour guérir. Il y a du noir comme du blanc. Finalement, il faut du noir pour que ça agite le blanc. Mais bah, c'est pareil, tu peux avoir un requin, parfois il a peut-être la dalle, parce qu'effectivement, on vide les fonds marins, donc lui, il a de moins en moins à manger. Il faut rappeler que le poisson, c'est quand même d'abord son frigo, lui. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Non, mais est-ce que lui, on voit les requins prendre venir se servir, tiens, je vais vous prendre 10 000 tonnes de poires, 10 000 tonnes de tomates. Salut les humains, débrouillez-vous. Non, mais en vrai, c'est ce qui se passe. On pêche beaucoup trop. Ça s'appelle dit comme ça, oui, c'est sûr. Ça s'appelle la surpêche, c'est même plus de la pêche. Parce que bien évidemment que les pêcheurs locaux dans les pays, ils pêchent pour nourrir la population. Mais nous, on arrive avec nos énormes chalutiers, on racle jusqu'à 800 mètres de profondeur et on y va, puis on détruit tout. Puis on venait dans les filets, les tortues, les baleines, les raies. Venez. Non mais sérieux, pour manger des sushis. Donc oui, on vide son garde-manger et les mauvaises conditions météo, des eaux opaques, etc. Il y a une attaque, mais on parle de 10 attaques mortelles par an. Sais-tu, pareil, je te repose une question, super. Sais-tu combien l'homme tue de requins, sans parler de tous les autres animaux, hein, parlons pas du poulet qui est l'animal le plus tué au monde. Sais-tu combien de... Enfin, c'est bien évidemment une fourchette parce qu'on ne le saura jamais, c'est illégal. Mais sais-tu combien de requins sont tués chaque année par l'homme ? Aucune idée, mais ça doit être énorme. On va dire, je sais pas, plus de 100. 100 millions. Donc, on a 10 attaques mortelles malencontreuses par an avec les requins. Contre nous, l'homme, qui tuons tous les animaux, il faut quand même le rappeler, jusqu'au pangolin, quand même, faut se le dire. Ouais. Non, mais voilà, l'homme, excusez-moi, mais il mange de tout, hein, voilà. 100 millions. Donc, quel est le plus gros prédateur des deux ? 100 contre 100 millions. Attends, non, 10 contre 100 millions. Vraiment 10. C'est les recherches ? Non, mais je suis spécialiste sur le sujet. Oui, non, mais tout le monde peut faire sa recherche sur Google, dans tous les trucs. C'est une dizaine d'attaques mortelles par an. Malencontreuses, bien sûr, parce que parfois, dans les conditions météorologiques, il ne faut pas y aller. Puis comme il y a de plus en plus de plongées où il y a des requins, ben, en fait, les requins, généralement, ils sont des profondeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir nos belles photos ? Eh ben, on les nourrit. Donc, quand on nourrit les requins, parfois on les excite. Et parfois, il peut y avoir des accidents. Ça s'appelle un animal sauvage. Et c'est là où tu vois la manipulation des médias, parce qu'en fait, on n'en parle que quand tu entends un requin, tiens, le requin est méchant. Et dans l'autre sens, oui, en fait, on n'en parle pas. Mais les vrais professionnels, tous les plongeurs, tous les biologistes, les océanographes, ils ont ce même discours. Le requin n'est pas méchant, en fait. C'est juste que oui, il a des grandes dents, comme nous, on a des fusils et des abattoirs, en fait. Non, mais... Je m'approcherai toujours pas, mais... Oui, mais c'est une question de s'approcher. C'est une question de se dire, tu vas pas patauger en surface. En surface, bien évidemment. C'est pour ça, quand on va dans l'eau, moi je vous le dis, n'y allez pas sans lunettes. Il faut toujours regarder ce qu'il y a en dessous. C'est pas notre univers. Ce n'est pas notre univers. C'est comme quand on voyage et qu'on va dans un pays étranger, on voyage pas sans passeport. On voyage pas sans respecter les règles du pays. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai ce que tu dis, oui. Et donc, c'est pareil pour l'océan. On est terrien, on n'est pas mérien. Ouais. Donc, on respecte les règles. Mettons des lunettes pour regarder ce qui se passe en dessous. Si c'est pour juste nager comme ça et ne pas savoir où on est, ça se trouve, à 3 km, il y a en fait du tourisme de shark dive où ils mettent effectivement des abats de poissons pour les attirer. Puis toi, tu es derrière, tu es avec ton bateau, ton voilier, tu es entre amis, tu patauges et tu rigoles à la surface, etc. Tu mets pas la tête sous l'eau. Le requin, il n'en sait rien, parce qu'en fait, on vient de l'appâter il y a 3 km avec des morceaux de poissons morts, qui est son régime alimentaire, il faut le rappeler. Et puis toi, tu es à côté, tu n'en sais rien. C'est important. Donc, juste, soyez important. Et quand on va dans l'eau, toujours avoir des lunettes, un masque, pour juste voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, c'est important. Et le requin, j'ai plein d'histoires, et ça fait 4 ans que je fais ça, de comment, le requin, tu tends ta main, il s'approche vers toi, tu le repousses. Ça suffit. Généralement, ça suffit. À moins de l'avoir excité.
Ouais. J'ai pas encore fait, j'aimerais beaucoup. Mais j'ai fait. Mais par contre, c'est vrai que j'ai une histoire incroyable avec un requin-tigre. Le requin-tigre, il faut toujours le regarder dans les yeux. Tu as des requins, tu les regardes dans les yeux. Requin bulldog, requin longiman, le requin tigre, ils vont venir te voir. Le mako aussi, ils sont assez curieux, ils peuvent venir te voir inquisiteur. Ils peuvent venir genre voir qui tu es et te challenger, hein. Comme il y a des brutes aussi chez nous. Il faut le regarder. Il faut le regarder et s'il est agressif, il faut le dévier. Et sinon, pour s'en défaire, c'est lui donner des coups. Et là, lui faire comprendre que hop, tu t'attaques pas à moi parce que moi, je peux te faire mal aussi. Et c'est comme ça qu'on dit au requin s'il y a une attaque main contre eux. Et moi, j'ai eu une expérience incroyable, requin tigre de 4 mètres. Je sais pas si t'imagines, n'hésitez pas à aller faire une recherche. Sauf que voilà, il nage et je suis pas dans mon élément, moi je suis plongeuse, tu vois. Et là, je regarde, il y en avait plusieurs autour de moi. C'était peut-être ma deuxième plongée avec des requins tigres, donc c'est hyper impressionnant. Et puis je regarde, je regardais à droite, je me dis tiens, il y a quelque chose. Et là, d'un seul coup, je sens que quelque chose me touche le bras. C'est un plongeur, je me retourne et je comprends pas pourquoi il me touche. Et le réflexe, c'est que je tourne la tête en face de moi. Et là, Steve, et auditeurs et auditrices, à exactement, je pense, 20 cm de mes yeux, il y avait les yeux d'un requin-tigre. J'ai fait un face-à-face avec une femelle requin-tigre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a ghosté. Elle a fait encore une fois, les requins me ghostent, mais c'est pas vrai. Oh, j'ai pas eu le temps de faire mon selfie. Exceptionnel. C'est-à-dire que j'avais un prédateur sauvage, une espèce reconnue pour titiller les hommes. Et en fait, au moindre eye contact, c'est le eye contact le plus impressionnant de ma vie, parce que pareil, je suis partie en tachycardie, elle était là. Elle aurait pu, j'ai vu ses dents, elle aurait pu venir me voir, faire ce qu'elle voulait de moi. Bien sûr, j'ai pas de couteau, j'ai pas d'armes sous l'eau, moi, surtout pas. Elle est repartie, pépouze, et elle continue sa vie. Mais quel avant-après? Ma vie, enfin... Ma perception a changé, je me suis dit, j'ai eu affaire à plus grand que moi, plus sauvage, plus redoutable dans son élément, face à une plongeuse qui était complètement novice. Et là, j'ai dit, respect. Si nous, on pouvait, sans nos outils, tu vois, avoir autant cette noblesse respect, et sagesse et ce respect envers les plus fragiles que nous. Parce que nous, on se sent supérieur parce qu'on a des outils. Mais sans nos outils... Tu fais quoi? Tu repousses un lion ou un écureuil? Sans armes, on n'est rien. Il faut le rappeler. Hein, ça nous fait du bien. Ouais. Ça fait du bien hein, de se remettre aussi. Hein, non, il est plus fort que moi. Sans harpon, il fait ce qu'il veut de moi. Il est plus fort que moi. Ça fait du bien aussi de remettre l'homme en toute humilité de sa place dans le vivant. Se dire, wow, on décime ça alors que c'est une espèce qui a 400... Ah oui, pareil, une autre question. Depuis combien de temps ils existent, les requins? 450 millions d'années avant les dinosaures. Et en 50 ans, nous, on les décime. Parce que les ailerons finissent dans des soupes en Chine. C'est terrible. Non mais... Bref, j'espère que ça t'a donné envie de plonger avec les requins. Pas encore, mais attends. Déjà en documentaire. Ça m'a donné envie de plonger en tout cas. Tu vois, j'ai eu à le faire il y a longtemps maintenant, il y a, je sais pas, 10-15 ans peut-être. C'était en Grèce. Tu t'es fait le grand bleu, quoi. Ouais, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, mais... j'ai pas poursuivi l'expérience parce que pour moi c'était c'est un univers que je connais pas, tu vois. Mais j'ai aimé le moment, j'ai vraiment aimé le moment, mais j'ai pas reproduit. Parlons de famille. Aujourd'hui, tu as des enfants, t'as pas d'enfants, comment tu... Aujourd'hui, j'ai pas encore d'enfants. Ouais. Je pense que j'ai encore des petites... encore à m'apaiser un peu en interne, en tant que dans ma vie de femme et peut-être dans ma future vie de mère. Mais c'est sûr que d'avoir perdu brutalement ma maman, il y a 1 an et demi, ça m'a réveillé quelque chose. Ça m'a réveillée en me disant... peut-être que est-ce que toi aussi, tu as envie d'être MER, MERE? Il y a cette montée-là. Justement, tu peux en parler? Elle est partie comment, ta maman? Enfin, t'étais où? Comment tu te... Depuis mon opération du cœur, parce que relation complexe avec ma maman, on s'était pas vu depuis 10 ans. Pas revu depuis 10 ans, depuis que j'étais en clinique. J'avais été en clinique le lendemain de mon opération du cœur. Donc, t'imagines. Fille unique avec ma maman. Et on m'appelle et on me dit que ma mère a fait un arrêt cardiaque dans la nuit. Et quelques heures après, en fait, le lendemain, je partais à Los Angeles parce que justement, j'avais fait du repérage de personnalité pour mon documentaire. Et là, en fait, je dis au médecin, oui, enfin bon, je pars demain, elle est, c'est bon. Est-ce que je peux l'avoir à retour? Elle m'a fait comprendre que non. Qu'elle allait... C'était une histoire de quelques jours. Donc ça a été... Ouf.
Donc 10 ans que tu n'as pas vu ta mère, on te dit que tu pars. Moi, je partais dans 24 heures. Il était hors de question. Je suis tellement autonome depuis des années sans l'aide de ma famille que je me suis dit, je ne vais pas annuler un voyage professionnel dans lequel j'investis parce que personne m'aide. Donc je me suis dit, non, il faut que je continue. C'est ma survie documentaire. Il y a quelque chose, etc. Bon, ça a pris plus de sens avec son décès. Mais c'était très dur. Ouais, ça a été très dur. Donc j'ai été lui dire adieu. C'est-à-dire que j'ai même pas le... Ah, c'est directement adieu. Du coup, tu as été? Du coup, je suis allée, elle était dans le coma artificiel et j'ai dû lui dire adieu. Elle nous regarde maintenant, nos mamans. Hein. Ouais, exactement. Mais oui, donc j'ai mis un an à m'en remettre. J'ai mis un an et je lui dédierai ce film. Et mon Beautiful film, ma maman. Donc non, ça remue des choses dans ta vie de femme, dans ta vie de peut-être future mère. Ouais, bien sûr. Ça remue. C'est vrai qu'un deuil comme ça, brut, waouh, c'est une tempête. Hein. J'ai vécu une tempête fin 2023, tout 2024, une véritable tempête intérieure qui te permet, c'est en numérologie, j'ai vu que j'étais en année 9, d'ailleurs ça parle à tes auditeurs, auditrices, année 9. Et là j'ai vu que c'était une corrélation incroyable avec l'année 9. C'est quoi La fin d'un cycle. D'accord. Donc moi pour le coup c'était voilà, toute une remise en question, une isolation, le retrait, l'introspection intérieure, c'est tout à fait ça. Isolation, introspection intérieure, transformation. Voilà. Ouais, c'est particulier. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas l'impression. Enfin, j'ai perdu ma mère aussi. Moi, quand j'ai perdu ma mère, ça a eu du sens. Il y a une partie de moi qui était partie. C'est très bizarre, mais tu vois, c'est comme si on t'ôte une partie de toi. Et je sais, t'as ressenti ça aussi ou pas? Ce qui est dingue, c'est que maintenant, les gens qui sont orphelins d'un parent, je suis beaucoup plus connectée en empathie avec eux. Parce qu'en fait, je pense qu'avant, parce que comme dans tout, hein, avant d'être maman, tant qu'on n'a pas vécu une chose, on peut avoir de l'empathie, mais on ne le comprend pas. Exactement. Non, mais voilà. C'est comme être parent aujourd'hui. C'est comme être parent aujourd'hui, je prends de l'empathie, mais j'avoue, je n'ai pas encore donné la vie. Donc, et donc tant qu'on n'a pas perdu un parent, qu'on soit connecté ou pas, de toute façon, la douleur, elle est immense. Parce qu'un parent, il n'y en a que deux, en fait. On peut s'embrouiller avec des amis, des machins, etc. Mais là, c'est quelqu'un qui t'a mis au monde, à qui tu partages ton ADN, et puis toutes les... J'ai fait aussi les constellations familiales avec tous les schémas familiaux qui sont en toi, etc. Quand tu comprends comment ça marche, ta lignée de femmes, tu fais une partie de toi est partie. Et tu dis, mais ah ouais, là, elle était unique. Un parent est unique. Oui, bien sûr. C'est là qu'on se dit, voilà, la réconciliation, tant qu'ils sont encore vivants, ce sera le message aussi de le film, c'est se réconcilier avec quand on peut encore le faire, ça soulage tellement, mais pour soi. Et le pardon, c'est pas une question d'ego, c'est une question, c'est très égoïste le pardon, c'est magnifique. Le pardon, c'est toi qui prends la décision de pardonner quelqu'un parce que tu t'enlèves ton poids. C'est pas une question de dire, tu m'as fait trop mal, je te pardonnerai pas. Tu m'as fait mal, mais en fait, je te pardonne parce qu'en fait, en te pardonnant, c'est tout ce que j'ai pas réussi à faire avec ma mère. En te pardonnant, en fait, je m'enlève une peine. Je m'enlève une aigreur. Je m'enlève une colère. Tu l'as fait là, une fois qu'elle est partie? Je l'ai fait, j'ai fait la plus grande déclaration d'amour de ma vie. Pendant 30 minutes, j'ai dit je t'aime à une femme que j'ai pas vue depuis 10 ans. Mais tu l'as fait, et je pense qu'elle le fait après. Et je le fais à travers mes écrits, à travers ce film. Mais c'est vrai que ça prend du temps quand on a des blessures d'enfance que tu essayes de guérir toute seule finalement. Aujourd'hui, c'est quoi le sujet dont on n'a pas parlé, que tu aimerais exprimer? Enfin, tu vois, si ton actualité, si tu as envie d'en parler, ou un sujet qui te parle l'océan, enfin quelque chose qui te passionne, dont on n'a pas parlé, qui aurait du sens à partager pour les personnes. À l'impact, c'est où on en est de la raison d'être, on en est de l'entreprise à mission, et surtout de la certification Bicorp, on en est où, comment. C'est plutôt ça, tu vois, parce qu'après, bon, me concernant, t'as fait le tour et c'était magnifique. Il y a un sujet qu'on aurait beaucoup plus creusé sur les personnes qui ne connaissent peut-être pas la certification Bicorp. Peux-tu m'expliquer, m'en parler un peu plus? Eh ben, écoutez, pour toutes celles et ceux qui rêvent d'entreprendre avec ce supplément d'âme, c'est pas mal, sans mal garder. Ouais, exactement, ça c'est un clair. Supplément d'âme, oui, je suis un entrepreneur à supplément d'âme, excusez-moi, mais moi je suis pour l'alimentation locale, durable, ou pour la mode plus responsable. Oui, c'est génial, c'est la loi Pacte qui a été promulguée, c'était sous Bruno Le Maire à l'époque, qui a été promulguée en 2020. La loi Pacte, P-A, je sais plus ce que ça veut dire, mais Pacte, P-A-C-T-E. Et ça te permet de pouvoir réfléchir à la raison d'être de ton entreprise et ou à mettre sa raison d'être dans les statuts de l'entreprise. Du coup, ça devient une entreprise à mission. Donc après, vous avez toute une communauté d'échanges de bonnes pratiques, etc. Il y en a plus de 1000 aujourd'hui en France. C'est très peu,
mais c'est génial quand même. Et puis ensuite, tu as cette certification. Donc là, on est au niveau international qui s'appelle B Corp. C'est plus long, sans doute plus cher. C'est les statuts et tout. Mais voilà, la certification B Corp, ça permet de mettre sa certif sur son packaging, sur tous ses supports de communication pour dire je suis une entreprise responsable. Comment on a ça? Et bah, c'est du déclaratif. Par exemple, l'entreprise Bash aussi, je sais qu'elle l'a eu récemment, par exemple, tu vois. Ça veut dire qu'ils essayent d'avoir des bonnes pratiques, autant dans le respect de l'humain, que dans la conception, que dans la production, que dans le produit final, etc. C'est sur plein de critères. C'est aussi bien social qu'environnemental et que sociétal. C'est aussi la juste rémunération de tes salariés, l'écart entre le plus grand... C'est beaucoup de déclaratifs sur papier, etc. Ça met du temps. C'est une grosse entreprise d'analyser, etc. Et tu as ta certification B Corp. Ça veut dire, voilà, moi, je suis une entreprise responsable. C'est valable tous les 3 ans, il faut refaire un audit, etc. Quels sont les avantages d'être certifié B Corp? Très très bonne question. Je pense que c'est pour le recrutement aujourd'hui. C'est pour voilà, toutes les personnes de se dire je suis dans une entreprise engagée. Je postule pour travailler dans une entreprise plus responsable. Et ensuite, pour les personnes comme toi et moi qui connaissent, c'est de dire ah, cette entreprise, bon, elle a déjà, c'est déjà ce que ça veut dire impact, c'est déjà ce que ça veut dire RSE parce qu'elle s'est engagée dans la certification la plus connue au monde où il y a plus de à peu près 5000 entreprises. Non, c'est même pas 9000 aujourd'hui. Des entreprises au Kenya, c'est génial. Et c'est une grande famille, un échange de bonnes pratiques, etc. Donc, je pense que c'est surtout pour le recrutement de se dire je suis dans une entreprise engagée, responsable, je respecte mes employés, je respecte mes clients, etc. Donc ça, c'est surtout pour le recrutement et fidéliser l'interne aussi. Enfin, donc, quand tu es en interne, tu dis « ouais, je sais pourquoi je me lève chaque matin ». Et aussi pour son consommateur en disant « ah, mon produit, bon, bah, il est fait dans de meilleures pratiques ». Sortie bientôt de ton podcast. Début juin 2025. Voilà, donc, je pense que c'est le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Le 4 juin. Bah, franchement, Beautiful Stories. Ouais, Beautiful, voilà. Beautiful Stories, donc le 4 juin 2025. Est-ce que tu peux nous teaser en avant-première sur ton podcast? Tu veux savoir qui est mon premier invité? S'il te plaît. Le prince Albert II de Monaco. Ça paraît logique, mais non, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Si, pour toi, ça l'est, mais comment on arrive à interviewer le prince Albert de Monaco? Et comment on crée un réseau? Tiens, aussi, 2 questions en une. Très, très bonne question. J'ai commencé à faire des interviews à Monaco, ça fait déjà une dizaine d'années. Et en fait, à force d'être dans le milieu de l'écologie, de l'environnement, on se retrouve à des endroits différents. À un moment, je sais qu'il était très sur la préservation de l'abeille. Donc, je l'ai rencontré dans un contexte où chez une personne qui avait créé un observatoire justement français d'apidologie. Je le rencontre parce que la Fondation du Prince, il investissait, etc., était donateur de... Et donc, petit à petit, puis tiens, il me recroise à un autre événement Monaco qui est sûr, c'était quoi, le Monaco Transition Forum avec Hidalgo, machin. Et on se recroise. Et petit à petit, c'est vrai que je suis une des... Je sais pas, parce qu'il fait pas beaucoup. Il fait beaucoup de Monaco. Ils sont énormément connectés à l'international. Ils ont tous les contacts au monde sur l'international. Et surtout, moi, je les connais à travers leur prisme engagé, c'est-à-dire à travers tous leurs événements sur la protection de l'océan, au musée océanographique de Monaco. Et depuis 2006, le prince Albert II de Monaco a sa propre fondation. Depuis 2006. Donc, le prince et Monaco, pour moi, j'ai toujours eu le prix depuis 10 ans, parce que ce qui est dingue, c'est quand j'étais dans le groupe Canal+, mon dernier reportage, c'était le 30 juin 2013. Un an avant mon opération du cœur, pratiquement. Je fais un reportage sur une exposition sur les requins. C'est dingue, parce que 10 ans après, c'est central voilà. Mais ça a été là. Et c'est là la première fois. C'est à Monaco, le musée océanographique de Monaco, que je vois la première fois ce chiffre. 100 millions. Je dis quoi 100 millions? C'est quoi 100 millions? Savez-vous que l'homme... Et vous savez quel est l'animal le plus dangereux pour l'homme? Qui fait à peu près 1 million de victimes, donc d'êtres humains chaque année. Attends, laisse-moi réfléchir. L'animal le plus dangereux pour l'homme, qui tue à peu près 1 million d'hommes par an. Le moustique. Ah oui, bah oui. Donc c'est dingue. Et donc c'est là. Et donc à Monaco, ils font toujours des événements, en tout cas sur mes enjeux qui sont vraiment les leurs. L'environnement, le prince, c'est l'un des leaders les plus engagés, voire le plus engagé, que j'ai la chance de rencontrer à travers mes interviews. Il est passé dans mon émission BFM Business, il est passé à mon micro quand j'étais sur Europe 1. Enfin, toujours répondu présent pour répondre sur ces questions. Tu donnerais quoi comme conseil à des gens qui me disent écoute, moi je vais dans des événements. Mais il faut y aller, c'est sûr que j'ai bossé. C'est pas juste en envoyant une lettre, bonjour, je voudrais l'interviewer. C'est sûr et certain que non. Ça fait des années que. Et c'est ça ma question. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour interviewer, pareil, ça c'est pas forcément le prince Albert de Monaco, mais interviewer une personnalité inspirante, comment tu ferais? En fait, ça dépend de ton objectif, c'est tout comme toi. Tout à l'heure, je trouve ça hyper inspirant. Tu dis, voilà, je voulais que ma marque de vêtements soit vendue aux Galeries Lafayette. Ouais. C'était ton goal. Ouais. Bah, tu as tout fait, tu as tout mis en pratique
Détermination, motivation, obsession. Ouais. En fait, je sais plus un jour qui a dit, etc. Elle a dit, de toute façon, le plus important, c'est pas d'être le meilleur, D'être c'est de ne meilleur jamais chaque rien jour. lâcher. Ouais. D'ailleurs, j'aime pas ces syntaxes. Lâcher, c'est négatif. C'est Ouais. de toujours continuer, tu vois, dans le positif. C'est de toujours en vouloir et de déterminer. De continuer. Tu as une porte qui se ferme, allez. Une autre, allez. C'est ça, en fait. Petit à petit. Et c'est là qu'on va se dire, putain, elle est encore là, celle-là. Ah ben lui, il est encore là avec sa marque de vêtements. Il lâche rien. Enfin, j'aime pas le mot lâcher rien d'ailleurs. Oui, Il mais continue, c'est- il persévère. Il persévère. Et là, je pense que c'est ça. C'est pas une question de tiens, parce que c'est la fille de. Ah bah tiens, parce que c'est une petite blonde. Parfois, non, ça, c'est les gens méchants et très négatifs qui disent ça. Sinon, c'est peut-être aussi la persévérance. Non, c'est la détermination, la motivation de la personne ou l'obsession de la personne, de la nana, du mec, en disant il est tellement, c'est son supplément d'âme à lui, il est tellement dans cette cause qu'à la fin, ah bah tiens, on va penser à lui, bah, il est tout le temps là. Il poste machin, là. Bah, ok, allô. C'est comme en 2017, j'ai eu cette chance incroyable et j'avais des jalousies à l'époque. Pourquoi c'est toi? Pourquoi 2017, on me demande, tiens, est-ce que tu veux faire une table ronde? C'était le One Planet Summit à Paris, c'était à la scène musicale. Lunaire, on me demande à l'époque la ministre de l'Environnement et de l'Écologie Nicolas Hulot, à côté Marion Cotillard, et alors là, le supplément d'âme de la table ronde, Arnaud Schwarzenegger. Est-ce que tu vas animer cette table ronde, Cyrielle? Non, j'ai pas envie, non. Et bénévolement. Ouais. Et là, on me dit, pourquoi c'est toi, Cyrielle, qui l'a fait? Les jalousies des journalistes à l'époque, à Europe 1, chez Europe 1. Waouh, j'ai dit, mais c'est violent en fait. Ouais, Pourquoi clair. moi? Bah écoute, le patron, c'est pas mon copain, le machin, etc. Bah peut-être parce que je bosse. Et c'est une nana de l'agence qu'organisait qui me connaissait, qui me dit Cyrielle, on veut juste ton énergie, ton truc. Et est-ce que ça te dit? Et à l'époque, c'était ah, mais pourquoi c'était pas quelqu'un de plus connu? Bah, peut-être parce que je sais pas, peut-être que ça fait 5 ans que je porte ou 6 ans que je porte ces sujets et que c'est ma passion, mais c'est quoi cette jalousie mal placée? C'est assez incroyable. C'était horrible, mais ça, vous devez le connaître dans vos. Pourquoi toi t'as eu ça et pas moi? Pourquoi toi t'as eu Forbes Under 40 et pas moi? Oh, mais arrêtez, oh là là, mais c'était violent. Bon, en tout cas, peu importe, hein, la jalousie, etc. Ça m'a pas empêché de kiffer, ça m'a pas empêché d'avoir finalement cette interview exclusive avec Arnold Schwarzenegger qu'on avait relayée à l'époque sur la 100e de l'émission où j'étais chroniqueuse qui s'appelait Circuit court avec Maxime Switek. J'ai juste kiffé et super, et j'ai eu ma connexion et ma photo cœur avec Arnold parce que lui aussi a eu un problème de cœur. Lui aussi il a eu un triple pompage et sa fille est née mal formée comme moi au cœur. Donc en plus, ça me permet de connecter avec cette malformation, etc. Donc c'était fabuleux. Mais oh là là, mais juste détermination. On s'en fout des gens qui vous mettent le doute, des gens qui sont jaloux. Mais vraiment, c'est ça ce que je dis. Le meilleur, c'est l'entourage. Ayez un entourage bienveillant qui vous porte, qui est content de votre succès, qui est content de vos réussites, qui sont bienveillants. Les autres, mais fuyez-les, s'il vous plaît. Ils vous projettent leur mal-être et leur frustration sur vous. Mais fuyez-les. Comment on peut te retrouver? Sur mon Instagram, surtout. Je suis très, très active sur mon Instagram. Et puis LinkedIn. Vraiment, mon site internet aussi, pour booker des conférences, etc. Mais voilà, mon site internet, cyrielariel.com, Instagram et puis LinkedIn. Et puis j'espère vous croiser in real life. Exactement, mais je pense, j'espère en tout cas. Parce que nous, c'est une belle rencontre. Ouais. On s'est rencontrés dans une conférence. On avait Michael Jackson en commun et voilà, on se retrouve là pour parler de requins. Ça, c'est dingue. Et de cœur, et de cardiologue. Et de cœur, de cardiologue et de mère. Et de mère. MERE. Oui, non, c'est clair. C'est une belle rencontre, totalement. Et si tu avais quelqu'un à recommander pour le prochain podcast, Deviens visible, ça serait qui? Alexandra Cousteau, je viens de la rencontrer. J'ai un énorme coup de cœur sur c'est la petite fille du commandant Cousteau. Et donc, si vous avez encore envie de vous immerger sous l'eau, mais pas que avec les requins, on va vous parler de pollution plastique, on va parler de comment fonctionne l'océan. J'ai fait une super rencontre. Elle est passionnée comme son père? Son grand-père. Pardon, comme son grand-père, oui. Son grand-père, ouais, elle est passionnée. Je vais l'avoir également, j'ai la chance de l'avoir dans mon podcast qui fera partie de mes invités, donc à découvrir dans l'année 2025. Qui sont tes 3 prochains invités de ton podcast? Alors, Paul Watson, oui. Alexandra Cousteau, et j'ai une star. Il y a Prince Albert, bien évidemment, qui sera mon premier invité à découvrir dès le 4 juin sur toutes les plateformes. Et une star, c'est une Américaine, elle vit à Hawaï, elle plonge en apnée avec son mari, avec des requins tigres et des requins blancs. Et elle s'appelle Ocean Ramsey. C'est la plus influente, 2 millions de followers. Et elle sera mon invitée. Ça fait 4 ans, Steve, que je la suis sur Internet, etc. Qu'on me disait, t'es un peu la Ocean Ramsey française. Bon, je suis pas du tout aussi experte qu'elle, mais on se tombe la blonde, etc. Ton niveau. Et dingue. Et je me disais, dingue. Et là, elle m'a dit, OK,
C'est exceptionnel. Donc pour moi, c'est ma Oprah Winfrey de l'océan des requins. Ouais, Tiens, ouais. voilà. T'avais Michael, Oprah, et là, dans mon univers actuel, le requin, j'ai Ocean Ramsey. Bah écoute, j'ai hâte de découvrir le 4 juin, c'est ça? 4 juin. 4 juin. date de ton Beautiful anniversaire. Stories. Beautiful Stories. On a hâte de découvrir Beautiful Stories. Le 4 juin sur toutes les plateformes, notamment podcast. YouTube et podcast Ouais. et YouTube. Et puis comme ça, on fêtera mon anniversaire ensemble. Exactement. Bah écoute, on sera là. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Cyrielle. Bon, ça se termine par un et, enfin, pardon, ou. Par exemple, je D'accord. te dis s'il y a la terre ou la mer, tu me diras la mer. Ok. Tu vois, c'est si c'était à refaire. Cyrielle, si c'était à refaire, entrepreneur ou salarié? Entrepreneur. Multinational ou petit business? D'abord, petit business. Ok. Pourquoi? Parce que si c'est toi l'entrepreneur, Ouais. bah, tu commences par ton petit business Ouais. pour avoir l'ambition de devenir une multinationale. Enfant ou pas d'enfant? Enfant. Publicité ou réseaux sociaux? Réseaux sociaux. Podcast ou LinkedIn? Les deux. Non. Choisir. Si c'était à refaire aujourd'hui, tu dirais est-ce que je commencerais par le podcast ou est-ce que je commencerais par LinkedIn? Avec l'expérience que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, podcast. Ok. Faire seul ou s'entourer de personnes pour avancer? J'ai commencé seule. Ouais. C'est pour ça que je te pose la J'ai question. commencé Ouais. seule et je me suis motivée seule. Mais je pense qu'accompagner, ça va plus vite aussi. Ok. En fait, c'est un proverbe africain. Ouais. Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, ensemble. Ensemble. Marché de niche ou marché commun? Je suis Miss Marché de Nice, moi, sur Ouais. l'impact, l'économie sociale et solidaire. Je suis sur niche. Mais justement, je suis une niche parce qu'on a envie de pousser et d'arriver dans le mainstream, dans le commun. Ouais. 3 gros clients ou 1000 petits clients? Trop mon client. La terre ou la mer? Merci beaucoup. Merci à toi. Ce que j'ai retenu, moi, du podcast, je ne sais pas vous, j'ai retenu audace, compréhension. En fait, pour aller dans la mer, il faut comprendre, il faut s'adapter. Enfin, en fait, c'est comme si tu prenais un passeport et t'allais dans un autre pays. Et beaucoup de personnes, souvent, en fait, négligent cet aspect. C'est que quand tu vas dans un autre univers, c'est important de retenir, en tout cas, de demander la permission, en tout cas, de t'adapter aux personnes avec qui que tu rencontres dans cet univers-là. Et moi, ce qui m'a le plus impacté, je ne sais pas vous, dans cet épisode, c'est vraiment la renaissance. La renaissance qui est partie à partir du moment où Cyrielle s'est rendu compte que son cœur allait partir, qu'elle allait peut-être mourir. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent des vies qui ne sont pas les leurs, et parce qu'elles ne sont peut-être pas comme Cyrielle ou comme moi, ce fait de la vie qui fait qu'elles se disent « Ok, il faut que je prenne ma vie en main, il faut que je rebondisse, il faut que j'avance. » Et n'attendez pas forcément d'avoir ça pour pouvoir avancer. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous voulez réussir, si vous voulez, enfin quand je parle de réussir, un échec et une réussite aussi, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous voulez vivre une vie qui vous inspire, n'attendez pas qu'on vous dise que vous aurez un problème de cœur. N'attendez pas qu'on vous dise que vous n'avez plus jamais marché. Foncez, faites-le, vous n'avez qu'une vie, c'est vraiment la vôtre. Devenez visible. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous tous. Chapeau.